Bonjour, je m'appelle Bastien Gou, je suis interne en neurochirurgie à Lille. Je vais donc présenter des topos des QCM préférentiellement de neurochirurgie. Celui-ci concerne l'hémorragie méningée. J'ai essayé de m'appuyer un maximum sur l'item du collège de neurologie, histoire de ne pas faire de hors-sujet et quand même avoir quelque chose de tombable. On commence avec le plan. Le plan, tout d'abord l'anatomie. Je trouve que c'est important quand même de connaître un minimum les bases des méninges et du polygone de Willis pour savoir qu'est-ce qui saigne et où ça saigne. Ensuite, quelque chose de plus classique, des rappels de cours, cliniques, paracliniques, des traitements aussi qui sont au programme pour l'hémorragie méningée, et les complications qui sont multiples, mais elles sont importantes aussi parce qu'elles permettent de brasser pas mal le programme neurochirurgical classique, et vous les retrouverez assez fréquemment dans d'autres items. Une petite conclusion pour terminer, c'est parti. On commence par le rappel anatomique sur les méninges. Vous avez là une jolie image d'hamburger de cerveau. On va partir de la couche la plus superficielle. On retrouve d'abord la peau du cuir chevelu, qu'on appelle aussi le scalp, puis ensuite une membrane qui tapisse l'os, qui s'appelle le périoste. L'os lui-même est composé de la corticale externe, sa médulaire et la corticale interne, os du crâne qu'on peut aussi appeler la calvaria. Ensuite, on retrouve deux types de méninges. Les pachyméninges, qui sont durs, et les leptoméninges, qui sont molles. Pachyméninges, nous n'avons que la dure mère, qui est composée de deux feuillets. Un feuillet externe et un feuillet interne. Entre les deux passent les sinus duraux. Ici, nous avons le sinus longitudinal supérieur. Concernant les leptoméninges, nous avons l'arachnoïde, fine membrane qui tapisse les vaisseaux et les sillons du cerveau. L'arachnoïde est la méninge qui permet, via son espace sous-arachnoïdien, ici même, la circulation du LCR et des vaisseaux sanguins. Véritable coussinet qui permet de protéger, comme un airbag, le cerveau des chocs. L'arachnoïde émet quelques villosités qui vont ici jusque dans les sinus. Ces villosités-là permettent le drainage du liquide céphalorachidien. J'y reviendrai dans les complications, notamment lors de l'hydrocéphalie, je vous expliquerai la physiopathologie. Puis en dessous de l'arachnoïde, vraiment accolé aux sillons corticaux et en les suivant, se trouve l'apimère. Rappel anatomique concernant le polygone de Willis dans sa vue endocrânienne. On peut voir ici deux principaux systèmes, le système antérieur et le système artériel postérieur du polygone de Willis. On va commencer par le système antérieur. L'artère carotide interne qui sort de son foramen après sa portion intrapétreuse, qui passe dans le sinus caverneux que l'on ne voit pas ici, puis sa portion ici clinoïdienne qui passe en dedans du processus clinoïde de l'aile du sphénoïde. Cette artère carotide interne se divise en artère sylvienne, autrement appelée artère cérébrale moyenne, et en artère cérébrale antérieure, qui émet ici une artère communicante antérieure. On peut voir ici une artère communicante postérieure qui va donc relier le système antérieur au système postérieur. Maintenant, concernant le système postérieur, nous avons les deux artères vertébrales qui, de part et d'autre, se rejoignent en tronc basilaire, qui émet ensuite deux artères cérébrales postérieures. Concernant les anévrismes intracrâniens, parce que c'est la principale cause d'hémorragie méningée, donc on va spécialement se focaliser sur ça. 40% des anévrismes intracrâniens se trouvent au niveau de la communicante antérieure, 30% se trouvent au niveau de l'artère sylvienne et ses branches de division, 20% se trouvent sur l'artère cérébrale postérieure, et 10% sur le système vertébro-basilaire. Maintenant, on passe au rappel de cours. La clinique. Comment reconnaître une hémorragie méningée quand on est aux urgences? Tout d'abord, le terrain. Le patient qui arrivera est plus fréquemment une femme qu'un homme, et généralement d'âge moyen, environ 55 ans. Ce patient-là a des facteurs de risque. Dans les facteurs de risque acquis, les plus importants, c'est vraiment le tabac et l'hypertension artérielle. Dans une moindre mesure, on retrouve l'alcool aussi. Les facteurs de risque innés, c'est principalement les maladies du collagène. Le plus important et celui que vous retrouverez le plus fréquemment dans les dossiers, c'est la polykystose rénale autosomique dominante, qui fait un très bon dossier pédiatrique d'hémorragie méningée sur rupture d'anévrisme chez un enfant. Ensuite, on retrouve la neurofibromatose de type 1, la maladie de Marfan et Euler dans l'os, qui sont aussi, quant à eux, assez indissociables sur tous les items qui traitent sur les anévrismes, que ce soit abdominal ou autre. L'anamnèse, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est la céphalée en coup de tonnerre. La question la plus importante à poser aux patients, c'est
Comment est arrivée cette céphalée? Est-ce qu'elle est arrivée brutalement ou progressivement? La céphalée arrive de façon brutale et d'intensité maximale. À l'examen physique, il peut être riche. On retrouve un syndrome méningé qui est caractérisé par la raideur de nuque, les signes de Kernig, de Brudzinski, la photophonophobie, les vomissements en jet. Le syndrome méningé est dû à une atteinte des méninges, pas seulement infectieuse que vous connaissez pour la méningite, mais aussi via les saignements. On peut retrouver une hyperthermie modérée. Modérée parce que si elle était supérieure à 39 degrés, il ne faudrait pas penser hémorragie méningée. Syndrome méningé plus hyperthermie haute, c'est une méningite jusqu'à preuve du contraire. Les troubles de la vigilance, qui peuvent être juste confusion ou coma, épilepsie, classique aussi pour une atteinte du système nerveux central, hypertension intracrânienne, étant donné que le sang est à l'intérieur de la boîte crânienne, celui-ci refoule le contenu et fait donc augmenter la pression intracrânienne. Les déficits focaux sont possibles, étant donné qu'il y a une atteinte artérielle. Au niveau de l'hémorragie, il peut y avoir donc une atteinte locale du déficit neurologique. Et aussi, si l'artère est atteinte, il peut y avoir une ischémie d'aval. Et donc, on se retrouve devant un tableau d'AVC. On peut aussi retrouver une paralysie du 3 qui est assez classique dans un dossier, qui doit faire penser à un anévrisme de la terminaison de la carotide interne. Concernant les scores cliniques, le collège de neurologie ne parle que d'un seul score, l'échelle WFNS, qui correspond à World Federation of Neurosurgery Society. Je vais être honnête avec vous, l'échelle WFNS, je l'ai déjà vue sur quelques questions un petit peu partout, mais jamais on m'a demandé de coter un patient. Je pense que vous devez savoir qu'il est composé du score de Glasgow et du déficit moteur, mais je ne pense pas qu'il y a besoin de savoir carder. Maintenant, concernant l'appareil clinique, on commence par les examens à visée diagnostique. Premièrement, le premier examen à demander si vous avez une suspicion clinique d'hémorragie sous-arachnoïdienne, hémorragie méningée, c'est le scanner cérébral non injecté. Pour tout saignement intracrânien, s'il y a une chose à demander, c'est ça. On peut voir sur ce scanner cérébral non injecté, ici des hyperdensités spontanées, ce sont les mots-clés, de la région frontale droite, des vallées sylviennes bilatérales et des citernes périmésencéphaliques. Autre examen à visée paraclinique diagnostique, l'IRM cérébral. L'IRM cérébral a certes une meilleure sensibilité spécificité, mais une très mauvaise disponibilité et aussi est plus longue à réaliser. Elle n'est pas à demander en première intention, même si elle est capable d'établir un diagnostic. Aux ECN, ne retenez pas cet examen à visée diagnostique, mais vous pourrez le retenir par exemple à visée étiologique. Autre, bien sûr, la ponction lombaire. Alors ponction lombaire, être très vigilant sur ça. Ne jamais demander une ponction lombaire en première intention sur une suspicion clinique d'hémorragie sous-arachnoïdienne. D'abord faire le scanner cérébral. Si le scanner cérébral, d'une part, ne montre pas d'hémorragie sous-arachnoïdienne et d'autre part, ne montre pas de signes d'hypertension intracrânienne, alors la ponction lombaire peut être réalisée à but diagnostique. Vous retrouvez ce tableau-là dans le collège de neurologie. Il est à apprendre par cœur avec tous ces mots-clés. Le liquide céphalorachidien peut être rouge, donc saignant, et il faut savoir si ce sang-là provient d'une hémorragie méningée ou alors d'une ponction lombaire traumatique. Maintenant, on va parler des examens à visée étiologique. Nous avons donc là un angioscanner cérébral, qui est le premier examen à demander si on a une confirmation diagnostique de l'hémorragie sous-arachnoïdienne après un scanner cérébral non injecté. Le fait de faire l'angioscanner permet de retrouver l'anévrisme en cause, par exemple. Ici, nous pouvons très bien voir l'anévrisme qui se retrouve au niveau de l'artère cérébrale postérieure droite. On peut aussi faire un angio-IRM. L'angio-IRM est utilisé si jamais le patient sort de l'IRM. Tant qu'à faire, avant de le ramener dans le service, on lui refait une séquence supplémentaire. On voit là l'anévrisme au niveau de l'artère carotide interne. Autre examen à visée étiologique, l'artériographie cérébrale. Plus qu'à visée étiologique, on le fait aussi à visée thérapeutique parce que c'est lors de l'artériographie où il y a repérage de l'anévrisme qu'on ira insérer nos coils. L'anévrisme est très bien visible sur cette branche artérielle. D'autres examens à visée étiologique? Oui, il y en a d'autres. Exemple, l'échographie rénale lors de la suspicion d'une polykystose rénale autosomique dominante, ou alors les hémocultures s'il y a une suspicion d'anévrisme mycotique. Mais encore, on peut retrouver la biopsie de peau s'il y a une suspicion de syndrome de Marfan ou syndrome de l'air dans l'os. On a parlé des scores cliniques, parlons des scores paracliniques.
Il y en a un qui est dans le collège. Franchement, je n'avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu dans le moindre QCM ni dans le moindre examen clinique. C'est l'échelle scanographique de Fischer qui permet juste de dire que plus son grade augmente et plus il y a de sang. Et donc forcément plus il y a de sang et plus c'est grave. Peut-être retenez le nom, c'est jamais, mais je pense vraiment pas qu'on vous demande de grader un patient. Cette première partie du topo est terminée. Nous continuerons donc la semaine prochaine avec les traitements et les complications. Si concernant cette première partie, vous avez toujours des questions ou des remarques, vous pouvez vous adresser à moi via cette adresse email. Vous pouvez me contacter et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Allez, à la semaine prochaine, salut!